plus besoin des gouvernements infantilistes, des gouvernements qui éléphantistes. On n'a plus besoin de ce genre de gouvernement. Nous avons besoin d'un gouvernement restreint, des gens qui savent s'entendre et collaborer pour que l'action décidée par le chef de l'État soit accomplie selon sa volonté, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps à faire le pays par terre. Il faut des gens qui doivent venir travailler pour... Le chef de l'État, notre chef de l'État, le nouveau chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avant même de prendre ses fonctions du chef de l'État, dans sa campagne, il a dit « Je ferai de la corruption mon cheval de bataille ». Son engagement, avant même de prendre le pouvoir. Et il a pris le pouvoir. Malheureusement, pendant 2 ans, on ne lui a pas laissé travailler. Restaurer la valeur de la justice. Nous avons assisté à un procès historique qui est resté historique dans notre pays, l'histoire de 100 jours, où son propre directeur de cabinet, avec ses complices qui ont détourné des millions d'argent, ont passé devant la justice au vu, au su de tout le monde. C'est pour vous montrer l'engagement du chef de l'État pour lutter contre la corruption, en donnant l'exemple sur son propre directeur de cabinet et sur son entourage. Heureux de vous servir, chers amis internautes. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Je suis Marlène Bampembambi. Désormais, suivez-nous sur votre chaîne Jeunesse Congolaise au Travail Magazine, JCT Magazine TV en cycle. Nous travaillons pour encourager le jeune Congolais à s'impliquer dans le développement de notre pays et dans l'élaboration des modèles de développement. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne JCT Magazine Télévision. Je reçois pour vous aujourd'hui M. Justin Kabongo Tunsala. Il est inspecteur général de finances et président de l'Association africaine de lutte contre la corruption, mais aussi ambassadeur universel de la paix et vice-président du Collège des technocrates, cercle multisectoriel des experts, à qui je dis bonjour. Bonjour madame la journaliste. Une fois de plus, vous pouvez vous présenter auprès de nos internautes. C'est très difficile de se présenter, mais je pense que vous avez déjà dit l'essentiel. Ok, merci inspecteur. Nous allons commencer au sujet de l'actualité. Après l'identification d'une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, appelée aujourd'hui Union sacrée, et la démission du Premier ministre Ilunga Kamba, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a nommé récemment Sama Lukonde Premier ministre. Comment jugez-vous le choix du chef de l'État? Je crois que, madame, la question elle est pertinente. Notre pays a souffert longtemps, et très longtemps par manque de gouvernants capables de diriger ce pays. Et à l'issue de la fin de la coalition, FCC cache une coalition qui était déséquilibrée au départ, qui fait que nous avons perdu 2 ans de travail inutilement avec les conjonctures politiques qui nous ont amenés nulle part, et le pays en avait assez. Il était temps que le pays sorte de cet engrenage
et que nous ayons un homme. Je l'avais déjà dit lors d'une émission que j'ai passée à la télévision Bomoko Média, qu'il fallait que le chef de l'État fasse un choix judicieux, qu'il nous amène un Premier ministre qui n'est pas issu d'un parti politique ou d'un groupe politique, parce que ce sont ces gens-là qui nous ont foutus dans la merde pendant 2 ans. Ils devaient se référer à leur autorité, à leur parti politique, avant d'obéir aux injonctions et aux ordres donnés par le chef de l'État. Et nous disons merci au président de la République, notre chef de l'État, qui a fait un choix d'un homme capable, intègre. Nous espérons qu'il pourra bien diriger ce pays ici. Il est encore jeune, il est fort. Nous avons tous souhaité avoir un Premier ministre de cette trempe pour relever notre pays de la dégradation de la situation économique et sociale dans laquelle il patauge depuis plus de 60 ans. Merci, inspecteur. Au Sénat également, on signale le changement que le professeur Bati Lukwebo est le choix de l'Union sacrée. Une fois de plus, que dites-vous du choix du président de la République? Madame, je crois que nous avons un chef d'État. Nous avons un président qui est venu pour essayer de relancer notre pays. Son choix ne peut que refléter la volonté du peuple congolais. Le candidat président du Sénat, Bahati, c'est un homme d'expérience, c'est un homme du terrain, c'est un homme intelligent, un homme qui a déjà fait ses preuves, un homme qui a une assise politique qui peut aider le chef de l'État dans la conduite de son action pour sauver notre pays. Je pense que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son choix, il a vu l'intérêt du peuple congolais. Et bientôt, le nouveau Premier ministre doit former son gouvernement. Il vient à peine de commencer avec les consultations. Et vous, en tant qu'inspecteur, quelles sont vos suggestions pour que ce nouveau gouvernement puisse répondre aux attentes de la population? Madame journaliste, la question que vous posez, elle est claire. Vous dites qu'on va avoir un nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement doit faire face aux attentes du peuple congolais. Moi, je suis technicien dans mon domaine des finances publiques que je maîtrise. Je vous dis tout simplement que le Premier ministre doit éviter ou devra éviter de nous amener des ministres, encore une fois, comme je l'ai dit plus haut, qui répondent à 90% de leur groupement politique ou leur parti politique. Nous n'avons pas besoin de ce genre de ministres politiques dans notre pays aujourd'hui. Nous avons besoin des ministres techniciens, des ministres technocrates, des ministres compétents, des ministres intelligents, des ministres honnêtes qui ne viennent pas pour s'enrichir, qui ne viennent pas pour s'acheter des villas, qui ne viennent pas pour s'acheter des maisons ou des voitures, mais qui viennent pour travailler pour l'intérêt du peuple congolais qui est souffrant, qui est dans la misère la plus noire à cause de la mauvaise gestion des gens qu'on a choisis comme ministres dans notre pays. Nous n'avons plus besoin de ce genre de choses. Ça, en ma qualité de technicien, j'aurais voulu que ce soit des ministres qui viennent du domaine technique, des technocrates, de la société civile qui maîtrisent leur domaine d'activité, des femmes
qui sont très intelligentes, mais qui ont été longtemps négligées dans la gestion de la chose publique. Et pourquoi pas, si parmi les politiciens, il y en a qui se sont distingués par leur qualité, par leur moralité, parce que tous les politiciens ne sont pas mauvais, il y a des politiciens qui se sont distingués par leur qualité, par leur moralité, pourquoi pas ne pas faire appel à eux pour pouvoir faire partie du gouvernement. Je ne souhaiterais pas qu'il fasse un gouvernement parce qu'il est de telle origine ou il est de tel parti politique et parce qu'il est de tel gouvernement politique. Tout cela, ce sont des choses qui ne peuvent pas permettre à l'autre pays de décoller, d'aller plus loin. Nous n'avons plus besoin de ce genre de ministres dans le gouvernement qui va venir. Et puis, on n'a plus besoin des gouvernements infantilistes, des gouvernements qui éléphantistes. On n'a plus besoin de ce genre de gouvernement. Nous avons besoin d'un gouvernement restreint, des gens qui savent s'entendre et collaborer pour que l'action décidée par le chef de l'État soit accomplie selon sa volonté, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps à faire le pays par terre. Il faut des gens qui doivent venir travailler pour relever le pays. Voilà, moi, ma qualité de technicien, je suggérerais au Premier ministre que son gouvernement vienne de ce genre de cadres, de ce genre de gens compétents, de travailleurs, qui viennent non pas apprendre le travail quand il est ministre. Non, on n'a pas besoin de gens comme ça. Des apprentis ministres, non, on n'en a plus besoin. On veut des gens expérimentés qui viennent travailler, pas apprendre, comme les Anglais disent, learning in working. Non, on n'a pas besoin de gens comme ça. Voilà mon avis. Oui, comme vous venez de parler de la technocratie, je rappelle que vous êtes vice-président du Collège des technocrates, cercle multisectoriel des experts, mais également en tant qu'expert dans le domaine de la corruption. Comment définissez-vous ces mots corruption? Oui, madame, je vous dis merci beaucoup. C'est un mot très complexe, mais qui est aussi simple à l'entendre. Parce que tout le monde dans notre pays parle de la corruption. Tout le monde, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Effectivement, j'ajoute que la corruption dans notre pays n'épargne personne. Il n'y a aucun secteur de la vie nationale qui échappe à la corruption dans ce pays ici. Aucun secteur. C'est ainsi que vous allez apprendre qu'il y a plusieurs définitions qui sont venues ou des philosophes, ou même des dictionnaires, qui sont venus des organisations internationales, des définitions qui sont venues même de notre droit pénal congolais, qui ont essayé de définir chacun de son domaine, qu'est-ce qu'ils entendent par la corruption. En fait, pour ne pas vous lire, j'ai choisi par-ci par-là certaines définitions clés pour permettre à ceux qui nous entendent de suivre ce que ça veut dire. Voilà un peu la corruption et l'abus du pouvoir. L'abus du pouvoir public ou privé pour satisfaire un intérêt particulier. Ça, c'est un mot vulgaire, un mot simple. Tout celui qui est au pouvoir utilise son pouvoir pour pouvoir se servir, pour obtenir des intérêts particuliers, pour obtenir des intérêts personnels. Ces actes qu'il poserait en tant qu'homme pouvoir politique, scientifique, dirigeant d'entreprise, enseignant, commerçant, en utilisant des astuces qui ne cadrent pas avec la moralité, il commet les actes de corruption parce que ça va dans son propre intérêt. Déjà, par cela, vous comprendrez ce que ça veut dire. Voilà notre code pénal congolais. Notre code pénal congolais dit ceci. La corruption, elle constitue un fait infractionnel. C'est déjà une infraction. Donc, en tant qu'infraction, elle est punissable. Voilà
Et elle se commet comment? C'est quand il faut agir contraire aux attentes morales de la société. Elle se manifeste lorsqu'on exige ou on accepte un quelconque service, quand bien même on ne l'a pas sollicité. Vous êtes déjà dans l'acte de corruption. Madame, je disais que même les organisations internationales ont essayé de jeter un coup d'œil sur ce que ça veut dire. SENCO, qui est notre organe de prêtres ici, dit ceci. La perception ou le détournement d'un processus ou d'une interaction entre une ou plusieurs personnes dans le dessein pour le corrupteur d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières et pour le corrompu d'obtenir une rétribution en échange de ses bienfaisances. Voilà ce que la SENCO définit sur ce que l'on entend par la corruption. Alors, en passant en revue tout cela, on arrive à une certaine synthèse. Tout simplement, quand on détourne quelqu'un de son droit, ou on détourne quelqu'un de son devoir qu'il doit accomplir, on va le soudoyer pour qu'il ne puisse pas accomplir ce pouvoir-là. Il y a un corrupteur qui soudoie, il y a le corrompu qui accepte. Donc vous voyez que il y a une interaction entre les deux. Donc le fait de soudoyer, le fait de donner de l'argent à quelqu'un, ou lui promettre une promesse de pouvoir, de promotion et tout ça, contre ce qu'il ne doit pas faire, alors que ça entre dans le cadre de son travail, c'est déjà une corruption. Vous voyez que la corruption, c'est quelque chose qu'on commet parfois dans l'ignorance sans pouvoir le savoir. Nous pouvons nous étaler longuement pour expliquer ce que c'est la corruption dans notre pays. J'aimerais, pour étoffer ça, vous donner un petit exemple d'une petite fille qui va à l'école en retard. Cette petite fille, sachant qu'il va à l'école en retard, il a pris soin de prendre un billet de 500 francs, mettre dans la couverture de son cahier. Et quand elle est arrivée à la porte de l'école, elle a trouvé la maîtresse qui était là. Et la fille, qu'est-ce qu'il a pu faire pour que la maîtresse la laisse entrer en classe? La fille a sorti simplement la couverture de son cahier. La maîtresse a vu qu'il y avait un billet de 500 francs. Elle a laissé entrer l'enfant et elle a récupéré les 500 francs. Déjà, vous voyez la gravité de la corruption dans notre société. Je vous dis, c'est enclavé, même jusqu'à la moelle épinière, quand cette fille, une petite fille, a dans sa tête, elle pense que s'il va à l'école, main vide, on va la chasser. Mais il a prévu avoir... Qui lui a donné d'abord ces 500 francs? Si ce ne sont pas ses parents qui ont encouragé ce mal. Et l'enfant a su déjà avoir dans sa tête que si elle va avec 500 francs, la maîtresse va la laisser entrer à l'école. Donc cet enfant va grandir dans le concept de la corruption depuis son enfance. Et la maîtresse a accepté cet enfant, a accepté cet argent. Donc la maîtresse est corrompue, l'enfant a corrompu la maîtresse, et les parents, parce que l'enfant a agi à travers ses parents, ce sont les parents qui sont responsables de la corruption dans le domaine de l'enseignement. Ça, je vous ai donné ce petit esquisse pour prouver que la corruption est enracinée dans nos mœurs et dans notre vie de tous les jours. Et comment jugez-vous l'évolution de l'anticorruption dans notre pays? Un pays.
Alors, je vous assurerai que dans ce domaine-là, et qu'il n'y a pas un secteur de la vie nationale qui échappe à la corruption dans notre pays. Donc, du début jusqu'à la fin, c'est dans cette procédure, dans ce processus que tout le monde vit. Alors, pour s'attaquer à ça, eh bien, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, dis-je, parce que tu vas dans le domaine de l'économie. Toute l'économie qui est basée sur la prédation, c'est une catastrophe. Tu vas aller dans l'administration publique. Aujourd'hui, l'administration publique n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est quelque chose... Si moi, je suis ministre de la fonction publique, j'efface tout, je recommence à zéro. Parce que l'administration publique, aujourd'hui, entre le chef et le subordonné, il n'y a plus d'autorité. Les gouvernants et les gouvernés vivent chacun de son côté. Le gouvernement donne l'ordre, le gouverné fait ce qu'il veut. Nous le voyons même au niveau du gouvernement. Le président donne les ordres, les ministres font autre chose. Et dans l'administration, c'est même pire. Nous avons le favoritisme qui est devenu monnaie courante. Dans l'administration, ce sont des copains aujourd'hui. Ce sont des amis. Et ce sont des frères. Il n'y a plus la recherche de la maîtrise, de l'expérience, de l'efficacité. Ça n'existe plus dans l'administration aujourd'hui. C'est la médiocrité dans tout le système parce que tout est basé sur la corruption. Pour avoir une promotion, il faut donner l'argent. Pour avoir une promotion, il faut être frère du secrétaire général ou du directeur du personnel. Si tu n'es pas son frère, tu n'as pas donné l'argent et tu ne peux pas avoir une promotion. Vous voyez, aujourd'hui, les cadres qui sont dans l'administration, dans l'organigramme, ne sont pas promis, où on va prendre des gens qui viennent de je ne sais où, et ce sont ceux-là qu'on met à la tête de l'administration, alors qu'ils ne connaissent même pas l'administration. Tout ça, c'est l'effet de la corruption. Nous allons rapidement dans le domaine même de la religion, parce que nous savons que la religion, c'est pour nous donner les leçons de morale, respect de bien d'autrui, respect de l'autre, et prier Dieu et tout ça. Mais voyons ce qui se passe dans notre pays sur le plan de la religion. Il y a combien d'églises dans notre pays aujourd'hui? Plus de 40 000 églises. Vous avez dans chaque rue 2, 3, 4, 5, 10 églises. Mais les promoteurs de ces églises-là, où est-ce qu'ils ont eu l'agrément pour monter leurs églises? Qui leur a signé les actes d'agrégation pour monter leurs églises? C'est les ministres qui ont signé ces actes. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont fait ces actes-là moyennant l'argent ou pour rien? Tout ça, c'est la corruption, même au niveau des ministres qui accordent le droit de la création de ces églises. Tu vois la chaîne de la corruption, comment elle est partie. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je vais vous dire que la corruption a détruit tous les secteurs de notre vie. Pire encore, et plus grave, sur le plan de l'économie nationale, les dirigeants de ce pays, depuis l'indépendance, ont cherché à se suffire, à s'enrichir eux-mêmes au détriment du peuple congolais. Les dirigeants, tous, mais j'ai dit tous, ils ont détruit l'économie de notre propre pays. La preuve, ils ont détruit même cette société qui faisait la grandeur de notre propre pays, la GECAMINE. Ils ont décapité la GECAMINE en créant des sociétés écrans dans lesquelles ils se sont retrouvés des administrateurs, des dirigeants, des directeurs généraux, avec la complicité de puissance d'argent, et ils ont détruit cette société-là et ils se sont enrichis.
follement et le pays est resté pauvre. Voilà un peu. Allons au service de cadastre minier. Il y a des gens qui ont eu des gisements, des concessions minières, qui n'ont rien apporté. Mais dès qu'ils ont eu leur contrat minier, ils ont revendu ça sur le marché. Ils ont eu des millions d'argent et ils se sont enrichis. C'est parmi ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. Ma chère dame journaliste, si je dois aller avec vous pour démontrer comment la corruption a détruit notre pays, et cette émission va prendre 2 heures. Et je continue pour vous montrer que à cause de la recherche de l'enrichissement personnel, nous avons nos dirigeants qui ont oublié qu'ils sont à la tête d'un ministère, ils sont à la tête d'une entreprise pour travailler pour l'intérêt du pays et non pas la recherche de l'argent pour l'argent. Ils ont vendu les biens des entreprises. Ils ont détourné l'argent des entreprises. Ils ont volé, ils ont fait des transferts, des millions et des millions de dollars ou d'euros ou tout ce que vous voulez. Alors, Monsieur Justin Kabongo, en bref, que pouvez-vous dire de pratique de la corruption? Bon, madame, je vous dis que la corruption se fait dans notre pays de plusieurs manières, selon les différents secteurs d'activité. Comme je disais, qu'il n'y a aucun secteur d'activité qui échappe à la corruption. Mais le plus grave, le plus important, nous avons démontré que nous avons la corruption dans l'administration, c'est le favoritisme, les nominations basées sur des relations personnelles, de copinage, de beaux-frères, belles-sœurs, qui ont détruit complètement l'administration. Nous sommes arrivés sur le plan économique, nous avons démontré qu'à cause de la chasse au enrichissement personnel, les gens ont bradé complètement l'économie de notre pays. Ils ont détruit la Gécamine, ils ont créé des sociétés crans, des sociétés où ont exploité honteusement nos minéraux au vu au su de nos dirigeants qui ont même été complices dans la destruction de notre société parce qu'ils ont comploté avec les puissances d'argent, avec ces sociétés étrangères, ils ont pillé le pays, ils ont volé. Et aussi, ceux qui étaient au pouvoir dans les administrations, dans les ministères, dans les différentes institutions politiques. Nous avons entendu qu'il y a eu fuite des millions au Parlement, fuite des millions au Sénat, et dans les ministères, n'en parlons pas. Ces dirigeants ont volé l'argent. Ils ont transféré frauduleusement l'argent de leur société, l'argent de l'État dans leur compte à l'extérieur. Ça, c'est une monnaie courante. Mais l'argent qu'ils ont transféré à l'extérieur ne sert pas à l'État congolais, ne leur sert même pas à eux-mêmes. Parce que cet argent est dans les banques à l'étranger. Ces banques sont en train de donner des crédits à leurs propres frères, à leurs propres compagnies pour développer leur propre pays. Qu'est-ce que nous tirons de tous ces millions qui sortent? Et je vous dis que même le pape François, pape Jean-Paul, a dit que le mal de l'Afrique, ce sont les gouvernants et les dirigeants africains qui font le transfert des millions d'argent dans leur compte à l'extérieur. Et quelles que soient les pratiques qu'ils utilisent, c'est du vol. Ça, c'est la parole du Saint-Père Jean-Paul pour démontrer à quel niveau nos dirigeants ont volé, ont transféré des millions d'argent dans les comptes. Il y en a qui ont fait le blanchiment de l'argent, ce qu'on appelle le blanchiment de l'argent sale. Ils ont volé de l'argent de l'État, mais ils ont transféré cet argent dans la construction des maisons, dans la construction des immeubles que vous voyez par-ci, par-là,
Ces immeubles-là, si on poursuit ça, c'est construit avec l'argent du trésor ou volé. Ces gens-là, pour cacher leur acquisition, ils ont construit des maisons, ils ont construit des immeubles. C'est ce que nous appelons le blanchiment de l'argent sale. Et nous allons encore un peu plus loin dans la pratique de la corruption. Nous allons nous focaliser un peu sur le plan social. Comment est-ce que sur le plan social, la corruption s'est fait sentir et ça a entraîné encore une fois la chute, la destruction de notre société, l'enseignement, à partir de la corruption. J'ai démontré à un moment donné comment une petite fille est allée corrompre une maîtresse avec un billet de 500 francs pour la laisser entrer à l'école. Mais là, c'est pire au niveau des enseignements, non seulement primaires, secondaires, techniques, professionnels et universitaires. Dans notre pays, la corruption a bâti son plein dans tous les secteurs de l'enseignement. Nous devons partir du fait que, les gens vont vous dire que les enseignants sont mal payés. C'est une hypothèse, ou c'est une aussi vérité, on ne peut pas douter. Mais ça ne veut pas dire qu'on puisse aller à banaliser, à vilipender l'enseignement par cette pratique-là. À tel enseigne aujourd'hui, dans notre propre pays, nous ne pouvons plus parler de qualité des enseignants. Nous allons, je ne sais pas, à la décathlon, parce que nous avons la preuve que même les professeurs qui doivent donner cours à l'université achètent les diplômes pour avoir le titre de professeur. Alors, allez-y comprendre à ce niveau-là de la corruption, à ce niveau-là. Les professeurs qui doivent donner cours à l'université ne méritent même pas le titre d'être professeur parce qu'ils ont acheté ce titre-là. C'est démontré. La dernière preuve, c'est le professeur Mbati qui a écrit, j'ai vu ça sur un des hommes politiques du pays qui a acquis le titre de professeur sans avoir publié une seule thèse, sans avoir même défendu, il est devenu professeur. Et même comme ça, qu'est-ce qu'il va donner comme cours? Et je vous assure que sur le plan même, à cause de la corruption, dans notre pays, le Congo, de toutes les universités qui existent dans notre propre pays, il n'y a aucune université qui est cotée parmi les 100 universités africaines. Il n'y a même pas une seule. Allez-y comprendre à quel niveau nos universités se trouvent à cause de la corruption, mauvaise gestion, etc. Nous en parlerons beaucoup plus tard. Les parents des enfants, les parents des étudiants, qui eux-mêmes encouragent la corruption, vont corrompre les professeurs pour laisser passer leurs enfants dans des classes supérieures quand ils savent bien que leurs enfants ne sont pas intelligents, n'ont pas bien étudié. Ils vont corrompre les professeurs pour donner des diplômes aux enfants, alors ils savent que ces enfants ne méritent pas ces diplômes-là. Conséquence, pour s'adonner à l'exploitation facile des minéraux où ils ont eu facilement à s'enrichir, devenir même plus riches que le pays lui-même. Ça, c'est encore un sujet que nous pouvons peut-être développer plus tard. Et merci, inspecteur. Vous, en tant qu'expert, quels sont les mécanismes ou les moyens mis en place pour lutter contre ces fléaux? Oui, madame, je veux être franc avec vous. J'ai commencé au début par vous dire que la corruption, c'est un fléau. La corruption, c'est comme une gangrène.
La corruption, c'est un cancer. Quand il s'est investi, c'est difficile de l'extraire. Mais je vous dis aussi que on ne peut pas se fatiguer. Il faut s'engager dans la lutte contre ce fléau-là. C'est un ennemi qui est comme tout autre ennemi qui prendrait des armes pour venir nous attaquer. Nous devons aussi contre-attaquer la corruption par des armes les plus fortes, les plus tranchantes. Et il faut avoir des armes tranchantes pour lutter contre ça. Et je vous explique que depuis bien avant 2002, il y a eu le gouvernement congolais, comme les autres institutions, les autres forces politiques, administratives, ont pu aborder le problème de la lutte contre la corruption. Nous avons signé des conventions avec les Nations Unies. Nous avons signé des conventions, des accords avec l'OUA. Nous avons signé des accords avec des partenaires différents dans la lutte contre la corruption. Mais je veux vous dire la vérité. De tous ces actes-là, de toutes ces conventions, de tous ces accords qu'on a pu, de toutes les commissions qu'on a mis en place par notre gouvernement avec les partenaires pour lutter contre la corruption, je veux vous dire que jusqu'à présent, la corruption est toujours là. Alors, le chef de l'État, notre chef de l'État, le nouveau chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avant même de prendre ses fonctions du chef de l'État, dans sa campagne, il a dit « Je ferai de la corruption mon cheval de bataille ». Son engagement, avant même de prendre le pouvoir. Et il a pris le pouvoir. Malheureusement, pendant 2 ans, on ne lui a pas laissé travailler, pour des raisons que tous vous connaissez. Maintenant qu'il vient de reprendre la plénitude de ses fonctions, la plénitude de ses pouvoirs, il a le pouvoir politique. Aujourd'hui, il a un premier ministre qui vient de nommer. Aujourd'hui, nous allons voir un gouvernement sur base de sa philosophie. Je pense qu'avec ça, il va devoir travailler contre la corruption. Mais dans l'entretemps, il a déjà mis en place une commission au niveau de la présidence pour le changement de mentalité. C'est une commission qui doit travailler pour éduquer la population, pour changer leur mentalité, lutter contre les antivaleurs. Le chef de l'État a créé l'agence de prévention de lutte contre la corruption, qui est là, qui est déjà créée et elle fonctionne. Ce n'est qu'à ses débuts. J'espère qu'ils vont comprendre la portée de l'action dont ils ont la charge. Et non seulement ça, mais le chef de l'État, pour lutter contre la corruption, il a besoin de forces actives. Les forces actives qui peuvent l'aider réellement, c'est la justice. Et depuis qu'il est là, tous nous sommes en train d'assister à un changement radical dans la conduite de nos dirigeants aujourd'hui, depuis qu'il a restauré la valeur de la justice. Nous avons assisté à un procès historique qui est resté historique dans notre pays, l'histoire de 100 jours, où son propre directeur de cabinet, avec ses complices qui ont détourné des millions d'argent, ont passé devant la justice au vu, au su de tout le monde. C'est pour vous montrer l'engagement du chef de l'État pour lutter contre la corruption, en donnant l'exemple sur son propre directeur de cabinet et sur son entourage. Et il n'a pas cessé de sanctionner dans son entourage les uns et les autres qui se seraient mal compromis dans l'action de leur travail. Et nous pouvons, pour aller encore un peu plus loin, le chef de l'État a besoin d'une administration forte. Mais dans l'administration forte, il y a des éléments, il y a des structures qui sont
préparés pour lutter contre la corruption. Je suis de la maison de l'inspection générale des finances et nous savons le mandat que le chef de l'État nous a confié à travers notre chef, et tout le monde vit, voit, parle du travail que l'inspecteur général, chef de service à l'Inguité, Jules, est en train de faire aujourd'hui pour lutter contre les antivaleurs. Voilà les quelques actions ponctuelles que nous pouvons dire qui vont servir pour pouvoir lutter contre les antivaleurs. À cela, n'oublions pas qu'il y a bien sûr la Cour des comptes, qui est une institution publique qui a pour mission aussi de juger les comptes, de juger les gestionnaires, voire dénoncer ceux qui ont volé, ceux qui ont mal géré les fonds et les biens publics de l'État. Et moi, j'ai proposé, pour lutter contre la corruption, la création d'une police financière. Cette police financière sera chargée de tacler tous ceux qui ont volé des biens de l'État. Les tacler, poursuivre, savoir l'origine de leur acquisition. Où est-ce qu'ils ont eu de l'argent pour se construire ces immeubles, ces villas qu'ils ont achetés par-ci, par-là. S'ils ne savent pas prouver l'origine de leur acquisition, ce sont des biens qu'on a achetés avec l'argent de l'État. L'État devra les confisquer pour pouvoir récupérer les biens du trésor. Voilà encore une fois des exemples, des actions qu'on peut envisager pour aider le chef de l'État dans sa lutte contre la corruption et contre les antivaleurs. Inspecteur, un mot de la fin pour conclure notre émission. Madame, le mot de la fin, on ne finira pas avec vous, parce que nous avons beaucoup de choses à dire, à éduquer notre peuple. Le problème de notre travail d'aujourd'hui, moi je pense que c'était beaucoup plus pour que le peuple qui va nous suivre sache la genèse de leur souffrance, pourquoi ce pays est arrivé à ce niveau. Un pays incommensurablement riche, mais un pays qui est le plus pauvre de la planète. Pourquoi nous sommes arrivés à cette situation et pourquoi nos dirigeants n'ont rien fait jusque-là pour nous sauver de cet engrenage-là. Et voilà l'espoir qui renaît aujourd'hui avec l'avènement de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre nouveau président de la République, qui s'est engagé lui-même personnellement pour lutter contre la corruption dans notre pays. Nous espérons que avec le concours de tout le monde, l'engagement de tout le monde, nous allons lutter contre les antivaleurs, nous allons atténuer la corruption. C'est, comme nous avons dit, elle est vieille comme le monde, et nous ne pouvons pas ne pas nous engager dans cette lutte-là pour sauver le peu que nous pouvons pour le peuple congolais. Merci, inspecteur. Chers amis internautes, merci d'être présent à suivre votre chaîne JCT Magazine Télévision. C'était là pour vous aujourd'hui. Nous avons reçu l'inspecteur Justin Kabongo Tunsala. Nous vous disons une fois de plus merci. Nous disons merci à notre partenaire depuis le Canada, M. Pierre Moulumba. Et quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à très bientôt. Merci.